Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette deuxième partie de la 4e FAQ. Et voilà une petite FAQ bien tranquille, pas d'introduction spéciale, juste le générique et le son de ma voix. Je vous remercie pour vos nombreux commentaires à la première partie et j'espère que cette partie-ci vous plaira également. Avant de commencer les questions, je voudrais revenir sur quelques points. Le premier de ces points, c'est que c'est bien sûr une vidéo qui est d'abord là pour mettre en avant l'audio. Il n'y aura donc aucune image particulière, sachant que je vais évoquer quelques films de 2015 et je ne mettrai pas les affiches des films parce que voilà, il y a beaucoup de films dont je voudrais parler, mais je vais pas commencer à me faire chier. Surtout qu'il y a certains films qui n'ont pas d'affiches et tout ça, donc je préfère pas commencer à m'amuser à récolter toutes les affiches sur internet, donc voilà, ce sera une vidéo purement audio. D'autre part, il y a d'autres personnes qui m'ont posé une petite question concernant Anto, donc Anto d'État Critique, la chaîne de critique YouTube, avec qui je suis censé faire une critique commune, et les personnes s'inquiètent parce qu'ils n'en voient pas le bout du nez. C'est tout à fait normal, avec Anto, nous nous sommes mis d'accord sur un film. Pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by, hein, mais bon, n'attendez pas forcément dans les prochaines semaines, ou même j'ai envie de dire dans les prochains mois. Je verrai plutôt peut-être pour été 2015, voire plus tard. Franchement, je me presse pas du tout. Vaut mieux pas se presser, c'est vrai, pour de la critique en commun sur un film, voilà, qui a quand même de la gueule. Vaut mieux pas se presser, vaut mieux être tranquille, comme ça le script qu'on aura fait sera bien correct et bien sûr la vidéo n'en sera que meilleure. Alors ensuite, nous allons parler un petit peu des films de 2015. Alors il y a plein de trucs qui vont se passer. Je ne mettrai pas les posters des films, donc une énumération à l'audio. N'hésitez pas à bien sûr regarder dans la description de la vidéo si vous voulez passer ce paragraphe énorme de film, ou si vous voulez quand même écouter ce que j'aurai à dire par rapport aux informations qu'on a, à la bande-annonce, ce genre de choses. Alors, avant de commencer, il sort aussi en 2015, mais il est déjà sorti en 2014, c'est Big Hero 6. J'avais vu bien sûr les bandes annonces, mais j'étais pas plus intéressé que ça. J'ai vu le film, là, il y a quelques jours, le film, il est formidable. Alors là, Disney, il a fait mouche, hein. Autant moi je peux pas ressaquer la Reine des Neiges, mais alors celui-là, il est très réussi. Il est drôle, il y a de l'action, et attention, hein, il y a de l'action, et c'est pas de l'action de merde, hein. Et il y a des trucs qui sont complètement passés sous silence dans la bande-annonce. La scène finale, la scène d'action finale, on la voit pas en bande-annonce, c'est complètement épique, c'est super bien animé, il y a à la fin ça se barre en couille, et c'est émotif. Moi je trouve que ça marche, et le robot Baymax, c'est l'attraction du film, hein. Très clairement, à chaque fois qu'il l'ouvre, c'est vraiment génial. La VO est formidable. Et bien que ça soit un pur robot, c'est-à-dire que c'est pas un robot qui devient humain ou des conneries comme ça, ou le gamin il commence à le modifier. Non, il a toujours son programme de robot, mais toujours en disant des trucs de robot, très objectifs et tout ça, en suivant son programme, il arrive à nous créer des émotions. Et là, moi j'étais conquis. C'est vraiment un très bon Disney 3D pour le coup. Absolument à regarder, c'est super agréable. Alors je pense aussi pour les enfants ça peut être très sympa. Alors ensuite on a Mordecai ou Mordecai, je sais pas comment on le prononce, un peu un Johnny Depp en mode chocolaterie, n'est-ce pas? C'est je crois une adaptation de roman. Ça a l'air vraiment un film pour un rôle pour Johnny Depp, hein. Peut-être que ça marchera, mais je suis vraiment pas convaincu. On aura Taken 3. Alors bien sûr les films je les dis dans le désordre, hein. Donc on aura Taken 3, ouais, jusqu'à ce que Liam Neeson n'ait plus de sous et qu'il veuille bien faire un Taken 4. Non mais c'est toujours des trucs comme ça, oui ça termine maintenant et tout ça, ouais, hein. Et après on revient 3 ans plus tard pour un nouvel épisode. Ouais, c'est sûrement un très bon film d'action, mais moi ça m'emballe pas plus. On a Black Hat. Alors Black Hat ça m'intéresse déjà beaucoup plus, c'est Michael Mann, le nouveau Michael Mann avec Thor dans le film, sur je crois la recherche d'un hacker. La bande-annonce m'avait bien plu, donc je pense que Black Hat sera à suivre. Nous avons Jupiter Ascending, le film des Wachowski qui aurait dû sortir l'année précédente, mais je sais pas pourquoi, sûrement pour les effets spéciaux, ils ont encore retardé le truc. Ça sent le flop annoncé, ça c'est terrible, hein. Mais je sais pas, moi je le sens pas bien ce film. Je souhaite qu'il marche, mais je pense qu'il va complètement se vautrer.
Ensuite, nous aurons un petit film de robot, Chappie, de Neil Blomkamp. Alors ce mec il est formidable parce que avec un échec qui était Elysium, eh bien le mec il se dégonfle pas et il revient à la charge avec un film qui a l'air très très sympathique. Ça me fait beaucoup penser à Appelez-moi Johnny 5 pour ceux qui connaissent ces films des années 80 sur des robots qui deviennent humains. Eh bien là ça a l'air exactement la même chose. Ça me fait un peu penser à Automata qui je crois va sortir mais qui est déjà sur internet, allez savoir pourquoi. Mais voilà, Chappie ça a l'air très sympa, la bande-annonce donne envie. Le robot a l'air super bien en interaction avec le décor. Je pense que c'était quelqu'un peut-être en motion capture, je ne sais pas. Ensuite nous avons un porno chic raté en perspective 50 nuances de gris. Oh là là là, le truc, la bande-annonce, tu vois très bien que c'est le machin qui va pas s'assumer. Il va y avoir des coupes. Alors ce sera plus que Rated R, là j'ai eu tout récemment, interdit au moins de 17 ans aux États-Unis je crois. Mais non, ce sera absolument minable. C'est le truc, la vierge et le mec sexy, et il va y avoir des trucs torrides dans les ascenseurs, et après, on va faire du sadomasochisme, tu parles, ce sera des trucs même pas montrés, tout ça. Et on aura bien sûr, pour du Blu-ray, après avoir sucé le spectateur en salle, une version, ah oui mais celle-là, ce n'est pas censuré, tout ça. Oh là là, non mais ce film ça me donne même pas envie de... Alors il y a un de mes abonnés qui était complètement fan à l'idée du film, il me disait ouais Valérian il faut qu'on voit ça et tout ça, mais tu parles mais ce truc c'est du mornay, c'est pour frétiller des femmes qui ont vu le livre, mais c'est enfin moi ça m'intéresse pas du tout cette histoire. C'est un truc complètement raté, à un tel point raté qu'ils devaient faire des reshoots parce que les deux acteurs principaux, ils s'entendaient pas au lit. Alors, comment voulez-vous faire croire à une aventure sexuelle si les acteurs ils y croient même pas? Alors là ça montre déjà que le film il va être assez raté, il va être un petit peu bricolé au niveau des scènes de sexe, je le sens. Ensuite, un autre film qui m'intéresse pas des masses, mais il faut bien dire que Bale, j'aime bien l'acteur, donc c'est Night of Cups, le nouveau Malik. La bande-annonce a l'air, j'ai envie de dire, assez différente de ce qu'il peut nous proposer en termes d'image. Il y a des trucs avec la GoPro, enfin c'est assez étrange. En tout cas, je pense que Malik a bien aimé revoir Bale, avec qui il avait déjà travaillé dans Le Nouveau Monde, un film que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, In the Heart of the Sea, un film de Ron Howard, avec encore une fois Thor, et ben dis donc le mec il chôme pas, hein. En plus de tourner avec Ron Howard. Ça a quand même la classe. Le film a l'air super, l'image du film a l'air très étrange, très très verdâtre, avec cette baleine gigantesque, Moby Dick est revisité comme il disait dans la bande-annonce, avec du cannibalisme, enfin ça a l'air un peu dingue, mais franchement pourquoi pas. Ron Howard m'a rarement déçu. Je me rappelle, j'avais vu Rush. Je pensais pas que ça me plairait autant. Mais voilà, c'est Ron Howard. C'est un mec qui sait très bien mettre en scène. C'est un peu comme un Spielberg. Hein. En fait, le film qui m'avait un petit peu déçu maintenant que j'y pense, c'était Da Vinci Code. Mais après, Ange Démon, j'ai adoré Ange Démon. Donc, à voir, franchement à voir, In the Heart of the Sea. En tout cas, la bande-annonce donne envie. Ensuite, oh là là, quand je vois tous les titres qui suivent, je crois que j'ai pas terminé, hein. Ensuite, Cendrillon. Le film a l'air assez beau. Et il a l'air de suivre le récit. Et de pas se barrer en couille. Ensuite, Fast and Furious 7. La bande-annonce était méga intéressante. Parce que d'une part, on voyait qu'Universal essayait de faire son Expandables quoi, parce que voilà il y avait Vin Diesel, il y avait The Rock, il y a Kurt Russell aussi, je crois qu'il y a Statham aussi, donc Statham en méchant en plus, ça c'est une idée géniale. Ça a le mérite aussi d'être intéressant pour le traitement qu'ils vont faire à Paul Walker, puisqu'il est décédé avant que le film ne soit terminé. Ça a posé beaucoup de problèmes, dites-moi si je me trompe hein, mais je crois qu'ils ont opté pour un masque numérique, et c'est pour ça que le dernier plan de la bande-annonce, j'ai l'impression que c'est Paul Walker tout en n'étant pas sûr que c'est lui. Et c'est ça l'ambition de ce film, c'est de nous faire croire à chaque fois que la personne qu'on a devant nous, c'est Paul Walker, alors que c'est peut-être une reconstitution de son faciès, de son visage. Et c'est ça qui va être énorme. C'est maintenant la technologie qui nous permet de foutre l'acteur même quand il est mort. Mais ça c'est énorme. Alors pourquoi pas, franchement, de toute façon ce sera une grosse attraction. De même que le film suivant, mais que je n'attends pas des masses, Avengers 2.
Je suis pas fan des Marvel, vous le savez. Je n'attends pas beaucoup celui-ci, bien que celui-ci tente de me brosser dans le sens du poil. Attention, c'est super dramatique et tout ça. Je n'y crois pas trop. Après, je regarderai le film, bien entendu. Je ne ferai pas de critique, je vous le dis tout de suite, je ne ferai pas de critique d'Avengers. Mais moi, c'est clairement pas le film que j'attends le plus cette année. Le film, et je pense que vous le savez, le film que j'attends le plus cette année, c'est Mad Max. Et c'était pas gagné, parce que je ne connaissais pas vraiment la série Mad Max. Alors, récemment, j'ai fait un grand chelem, j'ai vu les 3, et j'ai fait des critiques sur les 3. J'ai écrit des textes dessus. Et je peux vous dire que il va y avoir une semaine spéciale Mad Max. Comme vous aviez eu une semaine spéciale pirate, eh bien vous aurez une semaine spéciale Mad Max avec des critiques, une analyse de séquences et aussi des critiques de films qui sont inspirés de l'univers de Mad Max. Voilà, une semaine, peut-être en avril, j'ai envie de dire, en tout cas avant la sortie de ce Mad Max Fury Road. J'ai vraiment hâte de le voir, alors j'espère. De tout cœur, j'espère que je ne serai pas aussi déçu que pour Godzilla. Après, ce qui me fait relativiser peut-être cette angoisse, c'est que c'est George Miller qui est aux commandes. De ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment énorme. Vraiment, je souhaite que le film marche parce qu'il arrive, je crois, après Avengers, peut-être 2 semaines après la sortie. Ça risque d'être très très chaud pour lui parce que le film a coûté très très cher aussi. Je crois 150 millions de dollars, c'est hors de prix. Mais je souhaite vraiment qu'il marche, que George Miller et sa folie soient superbement bien mis à l'écran. J'ai vraiment hâte de le voir. Il y a d'autres films aussi que j'attends, mais modérément. Jurassic World, parce que c'est toujours bien de voir des dinosaures à l'écran. Mais oui, ce fantasme, ce rêve de John Hammond verra le jour avec Jurassic World. Le parc d'attractions ouvre ses portes, mais il y a des trucs qui clochent, et ça on pouvait bien s'y attendre. Terminator Genesis aussi, un retour sur des grosses sagas là. C'est intéressant ce qu'il nous propose. Voilà, on a des images du premier. Bon, mais pourquoi pas. Il faut aussi essayer à un moment d'exploser les cadres et d'essayer de créer des choses intéressantes et de mixer des choses du premier avec celui-ci, pourquoi pas. Je ne dis pas que je suis comme un fou et que le film va être énorme, mais j'ai hâte de voir le résultat. Après, ce seront des films aussi bien Jurassic Park que Terminator qui seront très standardisés. Faut pas trop s'attendre à des trucs trop expérimentaux. Bien qu'on pourrait être surpris, peut-être, mais peut-être que non aussi. Donc, un avis modéré, mais une attente quand même. Ensuite, on aura des trucs, moi je les attends pas. Tomorrowland, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. La bande-annonce, elle montre pas grand-chose. Donc, c'est peut-être super bien. On aura aussi Inside Out, alors on dirait le film In and Out avec Kevin Kline, là, les trucs sur les homos, mais enfin c'est pas du tout ça, c'est le Pixar, c'est le nouveau Pixar. C'est du plagiat. C'est du plagiat, mais si, c'est absolument du plagiat. Vous pouvez pas dire que c'est original parce que dans Donald Duck, je crois que c'est un personnage de Disney, qui faisait des moyens ou courts-métrages qui s'évertuaient à proposer des concepts scientifiques aux enfants ou des approches sur la science. Eh bien, il y avait un épisode où il parlait de l'esprit humain qui était tiré entre, je crois, la passion et la conscience ou un truc comme ça. Et il y avait des petits personnages dans la tête des gens qui faisaient ce qu'ils voulaient, l'autre qui était tout à fait réservé à faire certaines choses, à siffler la femme dans la rue, des trucs comme ça, et ils avaient des petites commandes devant eux et ils faisaient n'importe quoi. Et le film de Pixar fait exactement la même chose. Voilà, donc ce n'est pas original, c'est une reprise d'un concept dans un court-métrage, je crois, non, c'est dans un moyen-métrage en fait le truc, de Disney, donc c'est de la reprise, comme la plupart des films aujourd'hui. Ça a l'air sympa, ça n'enlève rien au comique de la scène, mais c'est pas, enfin voilà quoi. Pixar puise dans le magasin de la grande firme en pensant que les gens ont oublié ou ne connaissent pas cet épisode. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout si les mecs ils disent « Oh, contenu original, oh là là, on a beaucoup travaillé. » Mon cul, vous avez juste regardé des dessins animés, vous avez pris des choses intéressantes à l'intérieur. Donc surtout, si les mecs après ils disent les références et tout ça, moi je veux très bien dans les interviews, mais s'ils le disent pas et qu'ils disent « Oh, ça c'est sorti de notre tête, ouais. Mon
mon cul. Après l'animation, j'ai envie de dire c'est standard. Alors les mecs ils te font croire, attention on a mis beaucoup d'argent et tout ça pour faire les poils de Monsieur en colère, là c'est des trucs. Quand vous avez vu la bande-annonce en HD, vous voyez qu'il y a certains personnages qui ont des espèces de poils ou de fourrures. On se demande même pourquoi, ou si c'est juste pour crâner avec leurs effets visuels, enfin... Ouh, moi j'étais un peu refroidi, pour être rapide, j'étais un peu refroidi sur ce nouveau Pixar. Après, la bande-annonce ne montre qu'une situation. Peut-être que le film va beaucoup plus loin. Et je le souhaite vraiment quand même, parce que Pixar a quand même une réputation. Il faudrait pas qu'elle s'écrase, cette réputation. En tout cas, bon, c'est de toute façon, je pense, un truc très sympa pour les enfants. Pour les adultes aussi, hein, mais pour les enfants aussi. Ensuite, on a les 8 pas contents, je sais pas comment je peux traduire ça, The Hateful Eight, le film de Tarantino. Bon, moi les westerns, je suis pas un méga fan, donc franchement, j'attends rien de ce film-là. Je pense franchement qu'il va se répéter là, le Tarantino. Ensuite, The Crossing, c'est un film de John Woo, c'est un film de guerre qui a l'air super intéressant. Mais la bande-annonce m'a bien donné envie, ça me fait penser à ces grandes fresques comme Red Cliff ou Wind Talkers avec Nicolas Cage. Ça me tente bien. Après, est-ce que nous l'aurons dans une version tronquée ou non en Europe? Ça, c'est la grande question. Ensuite, Ant-Man. Alors la bande-annonce, elle me donne pas du tout envie. Mais la prochaine bande-annonce, elle a intérêt à envoyer du pâté. Les fans, ils vont aller le voir le film. Mais franchement, moi ça me donne pas du tout envie. Ensuite, nous avons Pan. Alors Pan, je croyais que c'était le film Peter Pan, avec Hugh Jackman dans le rôle du Capitaine Crochet. Alors je me suis dit, oh mais ça c'est énorme. Mais en fait le truc, c'est que c'est un préquel. Et j'ai été choqué en bande-annonce de découvrir ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans une espèce de carrière? Mais qu'est-ce que c'est que ce bidule? Avec, bien sûr, Crochet qui est un mec sexy. Hein. Moi je voyais la bande-annonce, je me suis dit, est-ce que ça a un rapport avec l'île imaginaire ce bordel? J'étais pas du tout séduit. Alors ça, c'est sûr que je vais pas y aller, hein, pas aller le voir. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a San Andreas, un film de tremblement de terre. Pourquoi pas? Un divertissement basique, mais honnête, qui vend ce qu'il met en bande-annonce. Et ça, c'est le plus important, en fait. Nous aurons aussi Zemeckis, qui est toujours au bon endroit, en plus avec de la 3D. The Walk, les scènes en 3D risquent d'être énormes. Nous aurons le Tintin. Alors là, je suis pas du tout sûr si le Tintin, ça va être cette année ou non. Mais moi, je vais pas me presser pour le regarder parce que j'ai détesté le premier film. Nous aurons aussi les 4 Fantastiques. Ça, je sais pas du tout où ça en est. J'espère que ce sera bien parce que c'est quand même Josh Trank qui avait fait Chronicle qui s'en occupe. Donc j'espère qu'il y aura plein d'idées intéressantes. Je lui souhaite que de la réussite. Un nouveau film Frankenstein, un nouveau film Tarzan. Ah oui, alors par rapport à Frankenstein, de ce que j'ai lu, c'est en fait une espèce de reboot pour aller avec Dracula Untold. C'est-à-dire que Universal, si c'est bien eux, ils vont mettre au goût du jour tous leurs grands personnages d'horreur pour faire une espèce d'Avengers horrifique. À ce que j'ai lu. C'est une très bonne idée, surtout qu'il y a beaucoup de courts-métrages, de longs-métrages et tout ça qui voulaient mixer tous les films. Je pense par exemple à Van Helsing de Stephen Sommers. C'est une idée qui a toujours fasciné. Et eux, s'ils y arrivent et si les films marchent, bien on aura peut-être ce truc qui arrivera peut-être en 2020. Peut-être un peu plus tard même, et je trouve que c'est très bien parce que les super-héros c'est bien joli, mais quand on essaie de faire autre chose, c'est aussi très bien. Donc franchement pourquoi pas. Et ça veut dire aussi qu'on serait capable de faire, du transcinéma, c'est-à-dire de mélanger des trucs qui n'ont rien à voir. Imaginez ça, le film qui explose toutes les frontières. Un film avec le Terminator, Jack Sparrow, Katniss Everdeen, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre encore n'importe et Iron Man. Imaginez le bordel. Mais voilà, à un moment, il y a des mecs qui ont envie d'exploser les frontières des univers filmiques et de mettre n'importe quoi. Et ça, ce serait intéressant. Bon, le film, il coûtera une blinde, mais... Parce que après, c'est une affaire de licence aussi entre les studios, mais c'est super ambitieux.
Et quand je parle de Jack Sparrow, eh bien Johnny Depp, il ouvre l'année avec Mordecai. Mordecai, je pense pas que ça se prononce comme ça, mais bon. Mais il va aussi être dans le film de Scott Cooper, je crois que c'est son nom là, Scott Cooper, Black Mass. Johnny Depp est méconnaissable. Donc voir un Johnny Depp réaliste et méchant et gangster, ça me donne envie. Alors là, ça me donne envie, ça me donne autrement envie que Mordecai, quoi. Mordecai. Je suis sûr que Mordecai c'est très sympa, mais je sais pas pourquoi le nom je trouve complètement ridicule. Ensuite nous aurons un film d'animation, mais je pense que ce sera pour 2016, à moins que, on ne sait pas, The Good Dinosaur. Je sais pas d'où ça vient cette idée, mais je pense que c'est peut-être un hommage au premier film d'animation sur un dinosaure qui marche, voilà, et qui mange des plantes et tout ça. Donc peut-être, à voir, franchement, à voir les premières images du film. On aura le Hunger Games, la dernière partie, c'est pas trop tôt. Une franchise de plus de terminer, et on enchaînera sur autre chose, soyez-en assurés. Ensuite, nous aurons aussi, si c'est toujours prévu en 2015, Mission Impossible 5. Il y avait une photo qui tournait sur le web où on voyait Tom Cruise sur l'arrière d'un avion. Complètement épique, voilà. Le mec, il est sur un arrière d'un avion, et l'avion, il est pas au sol, à ce que j'ai cru comprendre. Je souhaite qu'il soit réussi parce que je crois que c'est le réalisateur de Jack Reacher. Je crois que c'est lui. Alors j'espère que le film, il sera bien. Qu'il sera aussi fun, aussi sympa, et qui ait autant d'adrénaline que le dernier Ghost Protocol. Ensuite, j'arrive au bout, on aura Kung Fu Panda 3. Ah, si ça en 2015, moi je vais aller le voir. Les deux précédents, je ne les ai pas vus au cinéma. J'ai méga kiffé le deuxième. Il était intéressant, il y avait de l'action et des trucs complètement épiques. Vraiment, le troisième, s'il est aussi bien fait, voire même mieux que le deuxième, alors là, c'est lourd, c'est vraiment du lourd, hein. Je termine l'année avec, je pense vous l'attendiez pendant toute la liste, mais de toute façon il sort en décembre, donc je suis obligé de le mettre un petit peu à la fin. Star Wars. Alors j'avais entendu parler d'un retard qui serait plutôt en 2016, mais il semblerait qu'il veuille bien le tenir en 2015. On ne voit pas beaucoup d'images, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais vous savez quoi? J'ai l'impression, j'espère que c'est qu'une impression, hein, parce que sinon les mecs, on va leur tordre le cou, hein. Mais j'ai l'impression que ça va être comme Highlander The Source. Alors vous vous dites, qu'est-ce que c'est que Highlander The Source? Eh bien c'est le dernier épisode de Highlander, la série de films, hein, où il y a tout d'un coup la source de la force, voilà, qui anime Connor MacLeod et tous les autres immortels. Et là, ils ont pas intérêt, mais franchement ils ont pas intérêt à nous sortir oh, la force, elle va se réveiller et tout ça, et on va voir la source de la force et tout ça, et des conneries comme ça, parce que sinon ça va pas le faire. On aura beau agiter dans tous les sens le drapeau nostalgie, mais alors qu'ils nous sortent pas des conneries comme ça, hein, et que le méchant il soit bien justifié. Et pas que ce soit de la connerie. Ah, c'était le Sith qui était perdu dans la galaxie, hein, et qui revient et tout ça, où le mec était supérieur à l'empereur. Oui, le mal plus que l'autre mal d'avant, ça c'était aussi dans Highlander, hein. En termes d'idées de scénario, des trucs comme ça que j'ai pu constater dans cette série de films sur MacLeod, je suis sûr que là les gens ils se disent mais pourquoi ils parlent de Highlander? C'est que j'ai fait le lien avec ce film, c'est pas forcément le lien le plus représentatif bien entendu, mais moi j'espère juste que Star Wars ce sera un bon scénario. J'attends de voir plus, mais je pense pas que je serai un gros fan. J'ai jamais été un gros fan de Star Wars, hein, donc je pense que ce sera bien sympa, ça marchera de toute façon. Mais à voir. Franchement, quand je dis à voir, c'est pas forcément le film est à voir, mais à voir pour plus d'informations plutôt. Voilà, ça a mis le temps, je suis désolé, mais ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Nous avons fait un petit tour 2015, ça a l'air sympa quand même ce qu'on aura. En plus de films qui ne sont pas annoncés, et bien sûr de films qui ne sont absolument pas de ce calibre. Parce que là, nous avons quand même beaucoup d'annonces en avance, parce que ce sont des films qui sont des machines marketing. Mais nous aurons des petits films indépendants, des trucs complètement paumés, des films français super intéressants aussi, des films, peut-être chinois qui viendront débarquer comme ça chez nous sans prévenir, qui seront énormes, des films, européens et tout ça, on aura plein de trucs. Là, j'ai fait qu'une sélection basique, on va dire, par rapport à des sorties qui sont programmées des mois, voire même des années à l'avance. Ne m'en vouillez pas si je n'ai pas cité tous les films ou que je n'ai pas été très européen dans ma sélection. C'est souvent je fais un petit peu comme ça, je revois un peu les grosses attractions de 2015 pour moi. Après n'hésitez pas dans les commentaires
à mettre un petit peu les films que vous attendez comme des fous, des films qui ne sont peut-être pas dans la liste. N'hésitez pas à renchérir cette liste de films, voilà, je sais pas, des trucs de vos réalisateurs favoris qui sortent en 2015 des choses, n'hésitez surtout pas. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous pour... non, encore du temps pour quelques questions. Alors c'est parti. Une question de Walter White. Que penses-tu des films génériques qui pullulent ces temps-ci avec des thématiques creuses, un scénario inexistant, l'omniprésence de l'action, une manie à vouloir mettre de l'humour puéril avec une musique zimorienne? Alors je pense que thématique creuse, c'est peut-être parce que tu manques d'ouverture, de porte de lecture pour pouvoir lire les films que tu n'apprécies pas tellement. C'est vrai qu'il y a des fois des films que je n'aimais pas et j'ai pu découvrir avec quelques ouvertures que ces films étaient très intéressants au final. Après, scénario inexistant, c'est parce que peut-être tu assimiles un scénario classique qui ne propose rien de nouveau. Donc toi, tu penses qu'il est inexistant, alors qu'en fait, il est très très standard. Avec l'omniprésence de l'action, un film où il y a que de l'action, moi je n'ai pas souvent vu, hein, c'est plutôt des films genre The Raid, là où il y a que de l'action. L'humour puéril, ça c'est une affaire de goût, hein, de même que la musique. Tu aurais pu peut-être me donner un exemple, parce que des films génériques, en même temps, faut bien comprendre que les studios, ils sont assez frileux, ils ont peur, et donc ils ont pas envie de perdre de l'argent avec des trucs complètement fous. Et donc ils font des scénarios typés, et des mises en scène typées, et bon, ce sont des films qui n'ont pas une grande valeur, façon de parler, mais qui ne restent pas trop dans les mémoires. Ils peuvent être très efficaces, hein, mais sur le coup, mais après on les oublie. Donc c'est plus des films oubliables que des films où c'est creux et inexistant par-ci par-là. Non, ce sont des films qui n'ont rien de plus, mais sur l'instant, c'est divertissant. Mais c'est tout. Donc je pense pas qu'il faut leur en vouloir. Si tu m'avais donné quelques exemples, peut-être que je pourrais mieux répondre à cette question. Les films génériques, il y en aura toujours, hein, il y en aura tout le temps. Après, toi aussi, tu vois des films génériques, mais c'est aussi ceux qui sont médiatisés. Mais il y a beaucoup de films très originaux, avec tout l'inverse de ce que tu donnes, qui sont là, qui sont présents. Mais c'est qu'ils sont pas trop mis en valeur. Par exemple, il y avait là Under the Skin, avec Scarlett Johansson, qui était très intéressant. Qui avait un scénario, qui avait des thématiques, où il n'y avait pas d'action, et il y avait pas d'humour, et il y avait pas de musique. Non mais façon de dire, mais voilà, non mais en fait il faut aussi se détacher des médias, parce que les médias mettent en valeur les trucs, voilà, castagne, boum boum, pampan et des jolies femmes. Voilà, il faut aussi que tu prennes tes distances, mon cher Walter White. Il faut garder la tête hors de ta drogue, j'ai envie de dire. Non mais voilà, non, il faut pas être aussi extrême comme tu le fais. Il faut se battre contre l'extrémisme. Donc voilà ma réponse. Si tu m'avais donné des exemples, je pense que je pourrais développer davantage. En tout cas, je te remercie. Ensuite, une question de Benjamin Martin qui me demande peut-être quelques explications sur les money shots. Voilà, il y a beaucoup de films qui ont des money shots. Il voulait juste peut-être que j'en parle un tout petit peu plus, parce qu'il se demande souvent quelle est la scène ou le plan le plus onéreux dans un film. Alors les money shots, pour ceux qui ne savent pas, sont encore des termes qui sont complètement dispensables, je trouve, mais ce sont des termes qui résument bien l'idée. Ce sont des plans qui coûtent beaucoup d'argent. Ce sont des plans dans lesquels nous avons la production value, c'est-à-dire des décors impressionnants avec beaucoup de détails, des gens en costume, des mouvements de caméra qui sont très compliqués, qui sont très longs, des plans séquences par exemple, typiquement, ou encore des plans avec beaucoup d'effets spéciaux par ordinateur et des trucs très très longs à calculer. Par exemple, il y a beaucoup de plans dans les Transformers qui sont des money shots, qui sont longs, qui sont très coûteux, qui allient la captation réelle, c'est-à-dire le travail de caméra, avec du travail par ordinateur, des calculs très très importants. Donc ça, ce sont des money shots. Par exemple, je pense à celui que vous avez dans la bande-annonce de Transformers 3, quand on a Shockwave qui détruit une tour avec ses anneaux. Ça, c'est super impressionnant. Il y a beaucoup de plans dans les films catastrophes, ou dans les films de science-fiction, souvent des plans d'ensemble. Ce sont souvent des plans d'ensemble, des plans qui durent, des plans d'ensemble. C'est un plan qui doit couper le souffle. Des scènes de bataille, par exemple. Alors voilà, typiquement, je vais parler d'un exemple qui est un cas d'école, c'est Gladiator. Gladiator, si vous voulez apprendre un peu comment on fait le cinéma, comment on monte, quels sont les problèmes aussi d'un film, il faut voir Gladiator. Dans Gladiator, il y a des money shots.
Le premier que je peux citer, c'est celui qu'on a au début du film. Il y a une grande bataille et on a un panoramique. On a les armées de César qui avancent. Et voilà, c'est plein de personnages, et bien sûr des personnages aussi numériques. Et en face, on a la forêt qui se fait bombarder par les catapultes et il y a des explosions de tous les côtés. Ça, c'est un money shot. On peut peut-être citer aussi le deuxième money shot, à mon sens. Ce n'en est peut-être pas un, mais c'est quand même été, je pense, coûteux. C'est quand les gladiateurs entrent dans l'arène. Nous avons une caméra qui tourne autour de Russell Crowe. Bien sûr, l'arène, elle n'a pas été construite en entier. Il fallait allier ce qui a été tourné avec le fond réel, c'est-à-dire la moitié de l'arène, avec une autre moitié qui n'existe pas, et faire en sorte que le spectateur n'y voit que du feu. Ça devait être un plan qui a coûté bonbon. Et c'est un plan, voilà, pour nous donner vraiment l'impression qu'ils sont dans l'arène, que le spectateur est aussi dans l'arène. Pour moi, ça devait être un plan qui coûtait cher, qui fait de l'effet. Voilà. Vous l'avez souvent avec des plans larges. Je pense par exemple aux plans de bataille, souvent des plans larges du film Guerre épée de Bondarchuk. Pour ceux qui ont vu ma chronique live, je vous invite à regarder la chronique live. Là, dans la vidéo où je répertorie 10 chroniques, je parle de Guerre épée et il y a des plans d'ensemble de bataille qui sont des plans, je pense, qui ont coûté extrêmement cher. Donc ça aussi, ce sont des money shots. Je pense qu'on peut en avoir plusieurs dans un film. Après, c'est souvent des plans qui durent un peu plus longtemps, parce que avoir des plans super spectaculaires, très larges, et qui durent qu'une seconde, ce serait un peu dommage. Donc souvent, ce sont des plans qui durent. Et c'est peut-être en cela que tu peux les repérer, mon cher Benjamin Martin. C'est que tu peux les repérer parce qu'ils sont un tout petit peu plus lents, ils sont peut-être au ralenti. Donc je pense que ceux-là, tu peux peut-être les repérer de cette façon, où ce sont des plans avec des mouvements pas possibles, des trucs hallucinants. Par exemple, tout simplement, je pense à JCVD. Le premier plan de JCVD, c'est un plan séquence. On a Jean-Claude Van Damme qui se bat contre des tonnes de mecs, il y a des explosions. Donc il y a des effets pyrotechniques, il y a un jeu d'acteur, il y a de la caméra qui doit assurer, il y a un parcours, tout ça a été calculé, organisé, chorégraphié, avec justement le service aussi des pyrotechniciens. Donc c'est un gros travail et donc ça a coûté de l'argent. Et je pense que le money shot de JCVD, ça devait être ce plan-là. Les plans séquences sont souvent des plans qui ont coûté très cher. Hein. Après, c'est pas le plan spectaculaire, mais c'est une performance cinématographique. Et ça coûtait de l'argent. Donc, dans un sens, c'est aussi un money shot. Mais ce n'est pas le money shot dans le sens à couper le souffle. Voilà. Je vais répondre ensuite à une question de Grootchat. Aujourd'hui, le fait que le nombre de salles est réduit, n'est-ce pas une menace pour des films qui sont très bons, mais qui n'ont pas les moyens de se payer la même promotion que les films de divertissement bêtes et méchants? Tu y vas fort, hein. Mais surtout la prolifération d'un cinéma qui s'affranchit de la vie du public. Eh bien, nous avons des complexes de cinéma, en effet, qui font des sélections, parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui sortent tous les mercredis. Après, il faut pas penser un seul instant que les films vont être rentabilisés à chaque fois au cinéma. Il y a aussi des films qui comptent sur tout ce qui se passe après, l'export dans les pays étrangers. Donc, il n'y a pas que le cinéma, il n'y a pas que la salle de cinéma. La distribution, les multiplex, ils ont quand même beaucoup de salles, ils montrent quand même beaucoup de choses. Et bien sûr, il y a des petits cinémas qui sont là pour des petits films et qui ont leur public très très fidèle. Donc je pense pas que ça disparaisse comme ça. Hein. Après promotion, ça reste après de toute façon une salle dans le cinéma. Hein. Quelle que soit la promotion. Après, tu dis prolifération d'un cinéma qui s'affranchit de la vie du public. N'importe quel film peut s'affranchir de la vie du public, hein, qu'il soit bon ou mauvais. Les films qui sont très très bons mais qui n'ont pas de moyens de se payer la même promo que les films de divertissement, c'est aussi des films qui ne coûtent pas très cher, donc qui seront rentabilisés assez rapidement. Depuis tout le temps où ces genres de films sont malmenés et qu'ils continuent encore à exister, ça veut dire que ça se passe pas si mal. Et qu'ils arrivent à vivre, et on continue à en faire. Donc finalement ça se passe bien. Je pense pas encore une fois qu'il faut tomber dans le grand méchant film d'action contre le gentil petit film d'auteur. Ça reste tous les deux des films. Et tôt ou tard, on les verra. Et quand ils ne sont plus à l'affiche dans les cinémas, ils ont exactement le même statut. C'est qu'une étape. Le film, il vit après. Faut pas être aussi extrême aussi et penser que toute la vie d'un film c'est dans la salle de cinéma. Plus maintenant. C'est important parce que c'est la tradition, mais ce n'est plus uniquement ça.
pour qu'un film soit vu, pour qu'un film soit reconnu et pour qu'un film puisse déployer son aura dans le monde et dans les années à venir. Ensuite, une question de Captain Bonmatin qui me pose une question sur les remakes. Quels sont sur les 5 dernières années les meilleurs remakes que tu as pu voir? Selon toi, quels sont les outils nécessaires pour réaliser un bon remake? Alors bon, je ne suis pas réalisateur, donc les bons outils pour réaliser un bon remake, il faut vraiment se documenter à fond, voire même, et ça ce serait formidable, communiquer avec celui qui a fait le film original, si on peut. Ça c'est quand même très important. Bien comprendre l'ambiance et aussi, je pense, dans quelle période, dans quelle époque il a été créé. Par exemple, Massacre à la tronçonneuse, années 70, les années de la rupture, les années de l'Amérique de l'intérieur, je pense aussi à Délivrance, très clairement, c'est l'Amérique rurale, l'Amérique des ploucs aussi, hein, avec voilà les mecs qui voyagent dans l'Amérique profonde, l'Amérique de la déchéance, l'Amérique de derrière le panneau publicitaire américain d'Hollywood. Donc il y a voilà un enjeu par exemple au niveau de Massacre à la tronçonneuse. Quand ils ont fait le remake, ben là on n'était plus dans ce cas-là, on était dans quelque chose qui était plus de l'ordre du teenage movie, mais qui était beaucoup plus dans cette idée de la punition, parce que là où Massacre à la tronçonneuse premier du nom était extrêmement cruel, c'est que ben les jeunes ils avaient rien fait de mal. Ils étaient en train de voyager, voilà tranquille, hein, et tout d'un coup il leur tombe sur ce truc absolument horrible. La version, le remake est un remake, moi je trouve très clairement inspiré de tout ce qui est Saw, c'est-à-dire la punition face au vice. Parce que je crois bien me rappeler que ces jeunes, ils boivent et ils baissent dans la voiture. Voilà. Et sûrement sans capote. Alors ça, c'est pas possible. Il faut des capotes. Protégez-vous les enfants. Donc voilà, il faut éliminer ce vice, il faut éliminer cette déchéance. Et donc, nous allons éliminer physiquement les adolescents qui se comportent pas correctement. Et donc, c'est en cela que Massacre à la tronçonneuse, le remake, et toutes les suites qui en découlent, d'ailleurs, je trouve que ça fonctionne beaucoup de cette façon, propose, voilà, une sorte de juge bourreau qui est l'incarnation des bonnes mœurs et qui va éliminer ces nuisibles et parasites pour proposer une Amérique beaucoup plus saine. C'est pour ça que j'ai du mal avec tous ces films de teenage movie qui se font tuer par des gens, c'est que ces teenage, ils n'ont pas la bonne morale, et justement les gens moraux y arrivent à s'en sortir. Bien sûr, il y a toujours le twist de fin qui les font mourir au dernier moment, parce que voilà, il faut créer le truc quoi. Mais c'est très clairement ce qu'on a dans Halloween, le film de Carpenter. C'est la plus sage qui s'en sort, et les autres qui sont dans le vice sont éliminés. Donc là, je me permets de faire ce petit parallèle, c'est que moi je trouve que le remake se place par rapport à son époque, et ça c'est intéressant. Alors bien sûr après ce n'est plus du tout la même façon de faire le film. Le remake est très très esthétique, il y a vraiment un travail de la couleur, un travail du dégueulasse, alors que l'autre ben c'est un travail de film complètement fauché, et de ce film fauché, de ce film pauvre, on en ressort quelque chose d'assez puissant, parce que le mec il a dû bricoler à mort, et ça se sent vraiment. Il y a un énorme travail son dans ce film, et un travail du grain, enfin c'est vraiment, même si le mec il l'a fait complètement au hasard, c'est assez fascinant. Les deux sont intéressants. Mais il faut pas penser, oui, le remake c'est minable, il y a que le premier qui... Non, il faut essayer de prendre un peu de distance avec ça. Et on se rendra compte qu'il y a beaucoup de remakes qui sont assez intéressants, mais qui se placent d'une autre façon. Ce serait con d'avoir une copie conforme, par exemple. Je pense à Psychose, et qui a donné Psycho, là de Gus Van Sant, qui est une copie, mais qui est une copie qui s'ajuste. Parce que dans l'original, je crois bien me souvenir qu'on n'a pas de télé. Et bien dans le nouveau, dans les chambres d'hôtel de Bates Motel, on a des télés. Et bien sûr, je pense aussi à la série Bates Motel, hein, qui a complètement repris beaucoup de choses du film pour créer une série, donc des sortes de remakes. Je crois que c'est une préquelle en fait le truc. Et il faut essayer de voir un peu comment le remake se place par rapport à l'original dans un contexte, parce que c'est le contexte qui change entre un contexte de production technologique et de la société. Donc les remakes sont toujours à voir un peu par rapport à comment aujourd'hui on fait le film. Après il y a des films très étranges, hein, des remakes spatiaux, des remakes temporels. Là c'est très clairement le cas avec Massacre à la tronçonneuse, mais aussi des remakes spatiaux, et même des remakes spatiaux temporels. Quand les Américains font des remakes, ils font jouer des grands acteurs, comme ça, tout le monde, ah oui, mais cet acteur, je le connais, donc là, dans l'original, on ne connaît pas le mec, mais l'acteur américain, on le connaît. Donc, on va s'attacher plus à l'acteur américain qu'à l'original.
Après, là je parle pour un public peut-être un peu plus mainstream, hein. On a des cas assez étranges, par exemple le remake de REC, qu'ils appellent En quarantaine, où on a des trucs avec des ascenseurs et des chiens, enfin voilà, on essaye de créer quelque chose de différent. Alors après, on a des remakes qui sont quand même assez différents, mais parce qu'on arrive aussi à un remake technologique, par exemple le Choc des Titans. Remake technologique parce que nous sommes passés d'une technique de pâte à modeler et de stop motion, hein, avec tout ce qui est pas la chimère, la méduse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, l'espèce de femme serpent là, avec son arc. Eh bien, nous sommes passés à quelque chose de beaucoup plus technologique avec tout ce qui est l'animation par ordinateur. Et le Kraken, et bien sûr, est le climax du film. Personnellement, je trouve que le Choc des Titans là de 2010, je crois bien, c'est vrai qu'il arrache la rétine. En tout cas, visuellement, c'est magnifique. Il y a une direction artistique qui peut être un peu étrange avec ces dieux en armure étincelante, mais je trouve que finalement ce n'est pas si mauvais que ça. Et puis, franchement, release the Kraken, quoi. Mais voilà, ça c'est de la phrase culte. Release the Kraken. Ben voilà, ça c'est trop cool. Liam Neeson qui dit ça, mais ça c'est de la phrase culte, hein. Et après, la fibre nostalgique de personnes qui refusent de voir ces remakes parce qu'ils veulent avoir l'original en tête. Mais à un moment, il faut aussi se bousculer, hein, parce que sinon, on reste dans un passé complètement con et bah, tout simplement, on va plus au cinéma, on regarde toujours les mêmes films, on se cloisonne de ce qui se fait en ce moment et c'est vraiment dommage. Genre les mecs, ah moi je suis qu'attaché à la version de 1960, il y a eu 40 remakes, non bah ça fait vraiment vieux schnock quoi. Donc à un moment il faut se foutre un peu, il faut se mettre un petit peu dehors et voir un petit peu ce qu'il y a, essayer de prendre du recul avec tout ça. Ne serait-ce que juste faire le constat, il y a ceci, il y a cela. Et après, ben voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans, parce que souvent les arguments reviennent toujours. Oui, c'est mal fait scénaristiquement. Le Choc des Titans, on dirait un jeu vidéo et tout ça. Mais vous regardez l'original, c'est tout aussi con et en plus, je crois qu'à un moment il y a une espèce de hibou mécanique. Enfin, l'original, il vaut pas mieux. Hein. Les deux, ils sont exactement au même niveau. Hein. Après, c'est une autre façon de faire, c'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon de narrer. Donc, à la limite, les deux peuvent rester au Panthéon. Après, bien sûr, il y a la prestigieuse technique d'anciens effets spéciaux par rapport aux nouveaux qui vont vieillir. Ça, j'ai envie de dire, on ne peut pas stopper le progrès. Après, il y a d'autres remakes que j'ai pu voir. Footloose, qui est un remake d'un film de danse. Qui est pas mal, le remake est pas mal. L'original, ouais, sympa. Après, c'est toujours un peu le même style. On essaie là, c'était pas mal parce que ça avait l'air vraiment d'être un peu le même style dans les thématiques, c'est assez intéressant. Mais après, c'est pas des films que j'ai beaucoup aimés parce que je suis pas sensible à ce genre de thématiques. Alors, ça semble être de bons remakes, hein, mais je connais pas très bien Footloose, tout ce qui gravite autour de ce film parce que c'est quand même un film suffisamment connu pour avoir été remaké. Donc après il y a plein de films d'horreur qui sont remakés, la Vendredi 13, Freddy. Alors la version récente de Freddy, j'ai assez accroché, c'est que je suis pas trop film d'horreur, donc moi j'ai un peu de mal avec ça et donc je trouvais que les remakes étaient bien, mais je ne voue pas un culte à Freddy, je voue pas un culte à Jason. Donc franchement les deux remakes sont bien par rapport aux originaux, mais j'ai du mal à voir en quoi et ce serait vraiment des bons remakes parce que je suis pas dans dans le contexte de ces films d'horreur et généralement je suis pas film d'horreur. Je pourrais continuer à en énoncer, mais je crois que c'est important de bien cerner un contexte et de cerner le contexte dans lequel après on va le faire. C'est-à-dire contexte du film de l'époque, contexte du film d'aujourd'hui, essayer de trouver des pans ou une approche intéressante et qui est vraiment dans l'air du temps pour après que les personnes perçoivent le remake comme vraiment étant un remake pur, pas juste le remake plan-plan, et vraiment un remake qui est parfaitement inséré dans le contexte d'aujourd'hui. Après, il y a des films dont on force le remakeage alors que c'est peut-être pas le bon moment ou que c'est peut-être pas les bonnes thématiques qui vont cerner le film. Et ça, c'est toujours très délicat. Donc voilà ma réponse. Ce n'est pas super intéressant, je trouve, ce que j'ai dit, mais je pense quand même il y a 2-3 choses à retenir. Donc j'espère que ça te plaira, Captain Bon Matin. Je te remercie en tout cas de m'avoir posé cette question. Je vais répondre à des questions de Jack Torrance ou Torrance. Ton avis sur la série Neo Genesis Evangelion. Alors, c'est très spécial l'impression que j'ai, mais en tout cas c'est une impression qui est restée, qui marque beaucoup. Hein. C'est très très torturé comme série. Hein. Je dis pas ça en négatif. Hein.
c'est très très bien. Hein. C'est incroyable, hein, comme les Japonais, ils ont une capacité à se mettre à nu psychologiquement dans les mangas, dans les animés, dans les longs métrages. Les Américains, ils sont à 6 millions de kilomètres d'arriver à ce niveau-là. C'est incroyable. Évangélion, de ce que je me souviens, c'est des scènes très gênantes, très choquantes, des sautes d'humeur, beaucoup de désespoir. Ce que j'en garde de cette série, c'est un côté émotionnel qui était très 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 fort. Après, j'ai pas vu les nouveaux OAV, parce qu'il semblerait qu'ils ont fait des nouvelles versions. Voilà, je veux pas dire davantage sur cette série, il y a beaucoup d'écrits dessus. Hein. Je vous conseille vraiment de regarder Évangélion, ça date un petit peu, mais c'est franchement très très fort. Mais je pense qu'il faut s'accrocher. Je pense que cette série, pour terminer, n'est pas une série à mettre entre tous les regards, parce que c'est très très dur quand même comme série. Et même si ça ne semble pas choquant, ça va peut-être vous marquer. Et peut-être pas en bien. Donc il faut s'accrocher quand on regarde cette série. Ensuite, une question, oh là là. Une question, que penses-tu du cinéma de Jean-Luc Godard? Tu sais que j'aime pas trop ces questions parce que ça veut tout dire et rien dire. Godard, c'est pas ma tasse de thé. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il coupe ses films en termes de montage, hein, un petit peu n'importe comment. Je crois qu'il y avait même une rumeur comme quoi il lançait un dé et en fonction des résultats, il coupait n'importe comment. Enfin, je ressens pas son influence sur le cinéma que j'aime. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va m'intéresser. J'ai vu quelques-uns de ses films. Par exemple, j'ai bien aimé, Pierrot le Fou, mais j'ai pas vu assez de films de Godard. C'est quelqu'un qui fait ses films dans son coin. Hein. Donc c'est peut-être aussi pour ça que moi j'ai pas l'impression d'être très proche de lui. C'est que il a son cinéma, il a sa façon de voir, et je rentre pas dedans parce que déjà je ne suis pas trop nouvelle vague. Je suis né dans les années 90 et j'ai subi de plein fouet toute la machine marketing de grosses machines hollywoodiennes. Donc ce genre de cinéma très cheap, il faut dire ce qui est quand même, quand même il y a beaucoup de réflexion dans ces films. On sent qu'il y a de la réflexion. Eh bien ce n'est pas forcément ce genre de cinéma qui m'intéresse. Après je veux bien comprendre l'influence qu'il a sur presque tout le cinéma français. Mais après, je ne suis peut-être pas assez qualifié pour m'en rendre compte et vraiment respecter pleinement la descendance stylistique, au montage même, et même la descendance en termes de théorie. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont théorisé sur le cinéma de Godard et du coup sur le cinéma en général à partir des écrits de Godard. Donc je dirais ouais, c'est sympa mais c'est pas ma tasse de thé, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais je n'irai pas pour citer un autre youtubeur dire qu'il faut le piquer. C'est quelqu'un qui a toujours été un petit peu à part, donc c'est bien normal que ses films soient un petit peu à part. Et ensuite, tu me poses une question, est-ce que tu feras une vidéo sur Stanley Kubrick? Ben, je ferai pas une vidéo sur Stanley Kubrick, parce que si vous voulez un truc sur Stanley Kubrick, vous regardez le documentaire, je crois Stanley Kubrick, une vie en images ou un truc comme ça, c'est super bien. Vous regardez sa page Wikipédia, hein, parce que voilà, moi je veux pas commencer à faire des vidéos alors que vous avez les informations assez rapidement. Par contre, j'ai déjà fait une analyse de séquence sur un petit morceau d'un film de Kubrick. Vous ne l'avez pas encore, je suis tout à fait conscient de ça. Vous l'aurez bientôt, je sais pas quand, mais je vais pas me presser non plus. Je pense que Stanley Kubrick, il faut le prendre par petits bouts pour de l'analyse de séquence comme ça. Hein. Parce que si on commence à prendre un énorme truc, il y a tellement d'écrits qu'on va jamais s'en sortir. Il faut être simple quand on commence à se dire on va attaquer Kubrick. Non, je veux pas faire de vidéo sur lui-même, hein. J'ai déjà fort à faire, je reviendrai peut-être sur une ou deux séquences, mais je sais pas du tout ma priorité. Et puis pour dire que Stanley Kubrick c'est un génie, on le sait tous. Donc voilà, j'ai terminé avec tes questions, je te remercie Jack Torrance. Voilà, cette partie est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster les commentaires si vous avez des choses à dire, si vous vouliez réagir par rapport aux films de 2015 qui vont sortir. Quant à moi, eh bien, j'ai encore quelques parties par la suite. En tout cas, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de regarder ces FAQ parce que j'ai toujours un petit peu peur que, comme ça, des grosses vidéos de 50 minutes où il n'y a rien à regarder, ça bloque un petit peu. Mais en fait, non, certains m'ont dit dans les vidéos, ils font des choses à côté, donc n'hésitez pas,
repassez vos chaussettes, faites des galettes des rois ou regardez vos mails en écoutant les FAQ sur Cinefiles. Quant à moi, eh bien, je vous remercie encore une fois. J'arrête pas de remercier, mais c'est un peu excessif, mais je suis désolé, hein. Mais voilà, moi, ça me fait super plaisir d'avoir des gens qui me suivent. Et donc, c'est pour ça que je vous remercie tout court. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine partie ou peut-être pour une vidéo entre, je ne sais pas encore. Donc, ça dépendra de comment j'avance. Allez, salut!